Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission 7 à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Présidentielle en Côte d'Ivoire, alternance ou continuité, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir, ce dimanche 25 octobre. La Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest, avec une population de plus de 25 millions d'habitants, se prépare pour le premier tour de l'élection présidentielle. Au total, 10 candidatures, dont celle du président Alassane Dramane Ouattara, avait été validé par le Conseil constitutionnel pour cette élection. Mais avant le grand jour, l'on a déjà enregistré certaines défections à l'instar des anciens candidats Essi Amara et Mamadou Koulibaly. Cette échéance électorale qui se présente comme la plus importante du pays permettra aux 6 300 000 électeurs de préciser leur choix dans les urnes, à savoir continuer avec le régime Ouattara qui se targue jusque-là d'un bon bilan économique ou d'opter pour l'alternance démocratique en votant pour des candidats de l'opposition tels que l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny ou encore Pascal Affinguessan du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo actuellement détenu par la Cour pénale internationale. Échéance importante, certes, mais la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas en octobre 2015. Il s'agit d'un combat d'idées et non de personnes. Dans tous les cas, que décideront les Ivoiriens pour ce premier tour de la présidentielle? Le candidat du RHDP remportera-t-il cette élection au premier tour, comme on l'a vu ailleurs? Pourquoi sommes-nous à un électorat de 6 millions pour une population de 25 millions d'habitants? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses. Et justement, pour en débattre, nous avons convié deux représentants des plus importantes formations politiques de cette présidentielle ivoirienne. À ma gauche, M. Alphonse Guamene, vous êtes le représentant du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, nous avons M. Serge Koné du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Disons que c'est la mouvance présidentielle. Oui. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons du travail abattu par la commission électorale indépendante. Nous évoquerons par la suite le premier quinquennat du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Et pour finir, nous parlerons du possible choix des Ivoiriens lors du premier tour de la présidentielle. D'entrée de jeu, messieurs, le premier tour de cette élection présidentielle approche à grands pas. Comment appréciez-vous le travail de la commission électorale? Comment vous appréciez son travail? Bon, merci d'abord. Je tenais à dire merci au Bureau national du RHDP, à la délégation générale du Gabon pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne, à l'effet de porter haut les couleurs de la coalition dans ce débat. Et surtout merci aussi à la chaîne panafricaine Canal 7 pour l'opportunité qu'elle nous offre. Alors la question est de savoir... comment vous appréciez le travail mon de la appréciation sur le travail de la commission électorale. Je pense que il a été fait, le travail a été fait vraiment de manière, je dirais, objective. Ça a été un travail de fourmi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que tirer le chapeau à la commission électorale indépendante, vu d'abord vraiment les soubresauts qu'il y a eu au départ. Et aujourd'hui, je pense que on peut dire que le travail a été satisfaisant. Est-ce que c'est votre point de vue, M. Guamene Alphonse? Est-ce que le travail de la commission électorale indépendante est satisfaisant? Merci. Je peux dire que depuis que le monde est monde, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, je ne peux que, à ce stade de mon propos, peut-être revenir un peu sur un certain nombre de regrets. Il aurait été souhaitable tout de même qu'aujourd'hui, certes, vous avez invité les représentants de deux partis, mais puisque nous parlons de l'élection présidentielle, il y a des candidats qui ne sont pas représentés dans cette élection électorale indépendante. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu des appels, il y a eu des invitations pour qu'on puisse s'asseoir et puis revoir cet état de choses des Ivoiriens. Parce qu'au fond, pour ma part, une élection, c'est bien, mais après l'élection. Parce que si le bien-être d'un pays ne dépendrait que des élections, ce n'est pas la première que nous allons tenir. Bien sûr. Donc, mon souci aurait été que, et là, en le disant, je le dis au nom du Front populaire ivoirien, parce que le Front populaire ivoirien avait, en son temps, depuis très longtemps, demandé que
il y a un certain nombre de choses qui soient revues au sein de cette commission-là. Et ces choses n'ont pas été revues? Pas du tout. Donc, ce n'est pas un travail satisfaisant, contrairement à ce que disait M. Serge Koné. C'est bien cela? Ce travail-là ne peut pas être satisfaisant, d'autant plus que c'est parti, tout ce qui a été demandé jusqu'à présent. Et vous avez parlé tout à l'heure des défections. Ces défections-là, ces personnalités, effectivement, ont dénoncé cela et soutiennent que dans l'état actuel des choses, ces élections risquent, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, risquent de mal se passer. Ce n'est pas mon souhait. Je ne fais que commenter un peu par rapport, comme vous avez parlé de défection. Je cite là le président Essi Amara, le président Mouali Koulibaly, et même les autres candidats. Qui vont à cette élection, mais qui sont peut-être déjà déçus. Voilà, vous voulez réagir? Je veux forcément réagir. Allez-y. Ça me fait sourire parce que vous savez que la meilleure des manières, vous savez que la bonne foi est la chose la mieux partagée au monde. Aujourd'hui, je suis sidéré quand on me dit que c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais monsieur Essi Amara, aujourd'hui qui a décidé de se retirer, à quel moment a-t-il décidé de se retirer? Après que sa candidature ait été validée par la commission électorale indépendante. Ce n'est pas avant. Parce que je pense que lorsqu'on est contre, je dirais, contre une institution, parce que la commission électorale indépendante est une institution. Lorsqu'on est contre une institution, autant ne pas déposer le dossier. Le dossier a été analysé de fond en comble. Alors, si aujourd'hui, M. Essi Amara, à la limite, il a d'autres raisons, mais ce ne sont pas les raisons inhérentes, si vous voulez, un dysfonctionnement au niveau de la commission électorale indépendante. Il y a eu le candidat Charles Konabani, qui lui a relevé certains dysfonctionnements, a relevé certaines lacunes au niveau du traitement des dossiers. Qu'est-ce que s'est-il passé? Ce dernier, il a introduit une requête auprès de la commission électorale indépendante. Et la commission électorale lui a demandé en retour de faire venir, en fait, si vous voulez, des pièces au dossier, en fait, qui soutenaient réellement sa requête. Chose qui a été faite. Alors, monsieur Essi Amara devait en faire autant. Mais ne pas... C'est-à-dire, je préfère qu'on trouve la raison ailleurs et jeter au lieu de jeter l'anathème sur la commission électorale indépendante. À ce que je sache, est-ce que M. Afin Guessan n'a pas de représentant à la commission électorale indépendante? Ça, c'est une question que je pose aux représentants du FPI, qu'ils me répondent. Dans la mesure où M. Afin Guessan est candidat et ses sympathisants iront voter pour lui, n'est-il pas candidat? Combien de candidats sur les candidatures qui ont été validées par la commission électorale ont soulevé ces problèmes? Nous allons revenir là-dessus. Alors, nous allons aller du côté de la régie parce que nous allons suivre ce reportage de la rédaction de Canal 7. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante avait décidé de prolonger la distribution des cartes électeurs, indispensable pour une participation massive à l'élection présidentielle de ce 25 octobre. Si cette prorogation ravit le camp Ouattara, ce n'est pas le cas du côté de ses adversaires, ce qui est naturel. Suivant ce reportage de Marielle Biouk. En Côte d'Ivoire, alors qu'on s'achemine vers la présidentielle de ce 25 octobre, la commission électorale a prolongé de quelques jours la distribution des cartes d'électeurs. Débutée le 7 octobre, elle va désormais s'achever ce mercredi 21 octobre pour permettre à un nombre important d'Ivoiriens de participer au scrutin. Pour les partisans du président sortant, Alassane Dramane Ouattara, il faut investir le terrain pour mobiliser au maximum les militants. Pour nous, notre adversaire s'appelle taux d'abstention. Et donc, nous, on travaille contre cet adversaire qui, en réalité, est celui qui peut nous affronter réellement. Sur la base de notre bilan, le président passera au lendemain. Mais il faudra que ce soit avec un nombre important d'électeurs qui vont sortir, qui vont aller voter, exercer leur droit de vote. Le candidat Ouattara ne rate donc aucune occasion de vanter son bilan économique et s'est fixé, je cite, l'objectif de gagner dès le premier tour sur un score sans appel, fin de citation, face aux autres candidats.
Toutefois, cette mesure de la CI ne ravit que le camp Ouattara, puisque de son côté, le député Kouadio Konan-Bertin, un des adversaires du président sortant, dit, je cite, « Sans fixation d'une nouvelle date du scrutin, la CI ne peut pas décider de proroger la distribution. Le régime a choisi le passage en force à travers une CI qui piétine les règles du jeu électoral. » Fin de citation. Actuellement, seulement 6,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes de ce pays, comptant 23 millions d'habitants. Alors, messieurs, nous venons de suivre ce reportage de la rédaction de Canal 7, à savoir la prorogation de cette distribution des cartes d'électeurs par la commission électorale indépendante. On est tenté de vous demander à qui profite cette prolongation. Sentez-vous libre? D'accord. Moi, je pense que cette prolongation profite à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens désireux de participer à cette élection, d'accomplir leur devoir de citoyen. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire dans un premier temps. Et vous, M. Kwame Alphonse? Merci. Pour qu'on demande la prolongation, ça veut dire qu'il y a des cartes qui ne sont pas prises depuis longtemps. Et ça, il ne faut pas se le cacher. C'est parce qu'une grande partie des Ivoiriens dans l'opposition se sont toujours dit ce ne sont pas les élections, aller aux élections là, qui vont, aujourd'hui, les preuves sont faites que les élections ne résolvent pas les problèmes. Quand il y a un problème dans un pays, il faut à un moment donné s'asseoir, les régler. Peut-être que nous arriverons dessus. Je voudrais juste que vous me permettez de prendre un exemple. Allez-y. J'ai été heureux, alors là, très heureux, quand j'ai entendu, j'ai lu que le président actuel se propose qu'après cette élection, il y aura révision de la Constitution. Révision de la Constitution, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Mais ça, cela fait à peu près 1 an que le Front populaire ivoirien a demandé les États généraux de la République, au cours de laquelle on va régler ces problèmes-là. Parce qu'on ne peut pas avoir fait, on ne peut pas avoir assisté à ce à quoi on a assisté dans notre pays et faire croire que comme si c'était rien du tout. Comme si tout allait bien. Non. Il fallait donc s'asseoir et régler ça. Même les problèmes de constitution, tout, pour que le pays, parce que l'homme au Fauboigny n'est plus, les différents présidents ne sont plus. Je prie Dieu que ceux qui sont là durent le plus longtemps possible, parce que là, mon souhait n'est pas de faire mourir des gens. Mais malheureusement, depuis que le monde est monde, l'homme passe, le pays demeure. Il faut donc qu'à un moment donné, on puisse arranger les problèmes. Les 4 qui ne sont pas prises là, on a présenté des 3 jours, ou bien des 4 jours. Mais Dieu seul sait que, à l'heure où nous parlons là, il y a encore des milliers. Ça veut dire que quelque part, ces voix-là, même si ça ne plaît pas, ça a été attendu. Je n'ai pas dit... Alors, M. Gouamene, avant que vous ne réagissiez, M. Serge Koné, rapidement, alors 25 millions d'habitants, mais 6 millions de lecteurs, est-ce qu'on ne peut pas dire que les Ivoiriens ne se reconnaissent peut-être pas dans cette élection? Non, non, je ne crois pas que ce soit ainsi, parce que les élections passées, déjà en 2010, c'était autour de 6 millions de gens. Hein. Bon, il y a quand même des règles, quand même, il y a un problème d'âge, puis il y a un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas le nombre d'électeurs. Mais encore une fois, en sortant de ce que nous avons connu après la dernière élection, il aurait fallu tenter de régler un tout petit peu le problème. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est la réconciliation. Peut-être qu'on arrivera dessus, on parlera d'un certain nombre de choses qui ont été faites. Mais quand, dans un pays, même s'il y a de l'or, même s'il y a du diamant, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais si les gens ne sont pas réconciliés, si les gens se regardent en chien de faïence, comme ça se passe aujourd'hui dans notre pays, ça ne pourra pas marcher. Vous avez le droit de réagir, M. Serge Koné. Ok, merci. D'abord, dans un premier temps, comme je disais tantôt, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit que la bonne foi est la chose la mieux partagée. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit avancer. Et pour qu'elle avance, il faudrait qu'on ait des personnes honnêtes qui animent la scène politique. Telles que M. Ouattara? J'arrive, excusez-moi.
Aujourd'hui, on ne met pas de dialogue. De quel dialogue parle-t-on? Lorsque M. Alassane Ouattara accède au pouvoir en 2011, je ne dis pas en 2010, parce qu'il y a eu d'abord une tentative de confiscation du pouvoir. Par le Front populaire ivoirien. Par le Front populaire ivoirien, bien sûr, une tentative de hold-up de la part du FPI. Ça, il ne faudrait pas se leurrer. Alors, malgré tout ceci, malgré ces milliers de morts, il y a eu le président, avec toute son équipe, qui a engagé des rencontres, qui a engagé un processus de dialogue avec tous les partis politiques en présence. Le gouvernement a institué un dialogue inclusif, ce que le FPI n'a pas accepté. Le FPI, se sentant, je ne sais, peut-être ayant peut-être quelle popularité, avait demandé à ce que le pouvoir en place discute seulement avec lui. Mais c'est une manière de minimiser les partis politiques. Pendant que le principe du dialogue était inclusif, il devait être inclusif, où tous les partis politiques devaient s'asseoir autour d'une table et trouver réellement une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'absence de dialogue. Il y a eu plusieurs tentatives à l'encontre du FPI. Ils ont émis des préalables. Donc pendant que le camp présidentiel prêchait le dialogue, pendant combien d'années? L'autre côté, c'était plutôt... Mais ceux qui étaient, je ne dirais pas que certains n'ont pas été pour la paix, parce que beaucoup ont été pour la paix. Dans la mesure où s'il y a certains qui sont libres, c'est parce qu'ils ont fait dialoguer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, au-delà de cela, il y a eu plusieurs partis politiques de l'opposition qui sont venus discuter pour un lendemain meilleur de la Côte d'Ivoire. Sauf le FPI. Sauf le FPI qui... Est-ce à dire que le FPI, en réalité, ne veut pas, ne se bat pas pour le bien des Ivoiriens et pense seulement à ses intérêts? Mais bien sûr, parce que si il y a peut-être 10 à 15 partis politiques qui acceptent de venir négocier dans le cadre du dialogue inclusif, je dis bien inclusif, bien sûr. Vous demandez à ce que vous soyez les seuls à être reçus. Moi, je ne sais pas réellement ce sur quoi vous comptez. Bon, revenons un peu au partage des cartes d'électeurs. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas un essoufflement de la part des Ivoiriens. Je ne le pense pas. Parce que j'aimerais rafraîchir la mémoire de M. Guamene. Oui. Pour lui dire qu'en 2010, les cartes d'électeurs ont été partagées jusqu'au jour des élections. Il n'y a pas eu d'interruption. Vous comprenez un peu? Malgré cela, on a eu 6 millions, environ 6 millions d'électeurs. Cette année, il y a eu une interruption. Les cartes d'électeurs sont partagées en 10 jours. Donc déjà, avoir 6 millions d'électeurs, je pense que déjà, c'est quelque chose d'assez laborieux. Sachant réellement que, tout en sachant réellement qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-dessous, en intimidant les populations, en leur faisant renaître la psychose de guerre. Je prends un exemple. Moi, la fois dernière, je discutais avec une compagne. Mais écoute, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Mais non, cette histoire, la fois dernière, je l'ai retirée, il y a eu le sang. Cette fois-ci, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour faire renaître la psychose dans l'esprit des Ivoiriens. Vous dites, écoutez, cette élection, c'est vrai. Non, c'est vrai à quelque chose. Parce que la Côte d'Ivoire doit avancer. Elle doit renaître. On ne doit pas rester là tout le monde pour dire, bon, écoutez, aujourd'hui, on veut ça. Lorsque le gouvernement va pour discuter avec vous, vous refusez. Demain, quand on arrive, c'est d'autres choses que vous demandez. Mais attendez. Et après, vous criez qu'il n'y a pas de dialogue. Ce sont les propos de M. Serge Koné. Est-ce à dire que le FPI ne milite pas pour l'unité des Ivoiriens, mais plutôt pour ses propres intérêts? Merci. Je ne réponds pas aux attaques. Je ne réponds pas à mon compatriote, à M. Serge, parce que ce n'est pas une attaque d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit une attaque, mais comme il a dit quelque chose qui me paraît important, et en le disant, je crois qu'il a parlé un peu de généralité. Quand il dit la bonne foi est la chose la mieux partagée. La mieux partagée. Ça veut dire que lui-même, il est dans la posture de bien vouloir se rappeler que le Front populaire ivoirien, ce parti-là, historique et créé par le président Laurent Gbagbo, on peut ne pas l'aimer. Je ne lui demande même pas d'être du Front populaire ivoirien, mais qu'il le reconnaisse au moins que le père de la démocratie, la lutte démocratique en Côte d'Ivoire, sa chaise-là, appartient au Front populaire ivoirien.
Donc le Front populaire ivoirien, pour rien au monde, ne peut refuser le dialogue. Lui-même, dans le développement tout à l'heure, dans un français tout à fait parfait, il a dit que le Front populaire ivoirien aurait confisqué le pouvoir. Aurait confisqué le pouvoir. En 2010 notamment. Ça veut dire que le Front populaire ivoirien a joué un rôle. Et en même temps, quand il dit que le Front populaire ivoirien vienne avec les gens, est-ce qu'il a dit que les gens et le Front populaire ivoirien avaient confisqué le pouvoir? Le Front populaire ivoirien dit, quand il y a un problème, puisque nous autres, qui sommes les enfants de Babo Laurent, nous disons, ce n'est pas tomber là qui est le problème. Ce ne sont pas les guerres là, ça se fait vite. Mais quand ça a eu déjà lieu, il faut qu'on sache ça là. Mais le problème c'est parti d'abord des élections communales. Je vais terminer par là. Non, je vais terminer rapidement. Je perds le fil de mes idées en fait. Je reviens encore sur la question du dialogue. Est-ce que le FPI a réellement accepté de dialoguer? Et aujourd'hui, M. Afin Guessan qui représente a été lynché, a été traité de tous les noms, de Judas, parce qu'il a accepté d'aller aux élections. Aujourd'hui, pourquoi le FPI a tous les points? Parce qu'il y a eu, excusez-moi, je les appelle en griffe, des va-t-en-guerre, des radicaux qui ne veulent rien entendre. Mais vous ne voulez rien entendre. De quel changement voulez-vous parler? Vous ne voulez rien entendre. De quel consensus voulez-vous avoir? Vous ne voulez rien entendre. Qu'est-ce que vous voulez avoir au-delà de ce bras de fer? Dites-moi, est-ce que le FPI a-t-il accepté réellement d'aller sur la table des négociations? On fait des concessions. Ok, vraiment, au lendemain des élections de 2010, il y a eu vraiment une crise qui a vraiment endeuillé le pays. Ouais. Nous, au nom ou en tant que parti de l'opposition, voici les différentes concessions que nous faisons. Voici, devant les médias, devant la communauté nationale et internationale. On dirait effectivement, vous avez jeté le pavé dans la mare. Mais ce n'a pas été le cas. Vous refusez catégoriquement. Vous posez des préalables. On essaie de vous satisfaire. Vous revenez, le lendemain, vous revenez, mais attendez, que voulez-vous qu'on fasse? Donc, tous les jours qu'on se réveille, on va frapper la porte du FPI pour dire, écoutez, venez, on va discuter. Aujourd'hui, dites-moi, pourquoi le FPI est divisé? Parce que tout simplement, il y a certains qui ont accepté d'aller dans le sens du dialogue. Tel que le président Afin Guessan. Mais aujourd'hui, regardez de quel... C'est une posture à applaudir? Mais bien sûr, parce que c'est pour le bien-être du pays. Très bien. Alors nous allons vous permettre de souffler, messieurs, en marquant cette pause et nous nous retrouvons juste derrière. Alors, nous sommes de retour pour la suite de cette émission. Monsieur Alphonse Ouamene, vous avez suivi là tout à l'heure la réaction de Monsieur Serge Koné. Est-ce que vous voulez apporter quelques précisions ou rectifier certains points qu'il a évoqués? Bon, je voudrais, avec votre permission, que je poursuive un peu ma lancée quand il a dit qu'il y avait un point qu'il voulait bien soulever. Bien sûr. Le Front populaire ivoirien, après les événements que nous avons connus, avant les élections communales, les élections des mairies, bien sûr, a dit la même chose. Il y a eu des problèmes, asseyons-nous, réglons-les, pour ne pas qu'il y ait encore. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mon interlocuteur connaît, est en train de dire que le pouvoir a toujours accepté. Je ne sais pas de quoi il parle. Les mêmes choses se sont produites encore pour les élections législatives. On a redit la même chose. Asseyons-nous. Il s'agit de cette Côte d'Ivoire-là. Son histoire est tout à fait récente. L'histoire de la Côte d'Ivoire est encore récente. Alors, expliquez-nous. Il ne faut pas qu'on se le joue. C'est le président de la Côte d'Ivoire-là, le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Dans cette même Côte d'Ivoire-là, 2002, quand ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été attaquée.
Gbagbo Laurent a montré la voie à suivre, la voie du dialogue. Où est-ce qu'on n'est pas allé? Quand on aime son pays, quand on veut aller de l'avant, mais en fait, s'asseoir là, est-ce que ça c'est le fusil? Asseyons-nous. C'est d'ailleurs ce que vient de proposer le président aujourd'hui, qu'après les élections, il aurait fallu que ça soit avant. Je dis et je voudrais... Qu'est-ce qui prouve que le fait d'avoir... Parce que je voudrais... n'interprétez pas les choses. Qu'est-ce qui prouve que le fait d'avoir demandé à ce qu'il y ait une révision de la Constitution voudrait forcément rejoindre ce que vous pensez? Encore que le président Alassane Ouattara veut réviser la Constitution, il veut enlever la clause de l'ivoirité. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais quand il y a un problème que le président écoute sa population? Comme un père d'ailleurs. Par rapport à la question que vous posez, je suis à l'aise en disant que l'ivoirité, parce que mon frère qui est en face de moi est représentant des RHDP. C'est leur enfant, ça. C'est pas à nous. Le Front populaire ivoirien ne se reconnaît pas dans ça. Et tout le monde le sait. On peut ne pas aimer Gbagbo. Gbagbo n'a jamais été dans les histoires de qui est vrai ivoirien, qui est petit ivoirien, qui est moins ivoirien. Non. Je m'en vais encore plus loin. Je dis, quand dans un pays, vous avez une personnalité de la trempe de Alassane Ouattara, c'est une chance. Les Alassane Ouattara, ça ne coûte pas le monde entier. Donc moi, en le disant, je suis à l'aise. Je suis à l'aise de répondre à qui veut me dire que celui-là ne serait pas ivoirien, bien il serait un peu ivoirien, bien non, ça ce sont les petites histoires, ça. Et les petites histoires que l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait jamais évoquées, c'est bien cela. Mais je dis, encore une fois, quand dans un texte, parce que le texte ne dépend pas d'un individu. Bien sûr. Si dans un texte, que ce texte-là s'appelle Constitution, s'il y a un article conflictuel, s'il y a quelque chose qui ne va pas, les enfants de ce pays-là, que Dieu a béni, ce pays du Houphouët-Boigny, dont une grande partie se réclame, les enfants de Gbagbo Laurent, ce pays-là, les gens s'asseyent. Et puis voient ce qui ne va pas là, on enlève. Parce que le pays, le monde ne peut pas s'arrêter sur la vision d'une ou deux personnes. Donc, pour chuter par là, pour dire que il ne faut pas aussi cacher le soleil avec les doigts de la main. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on nous fasse croire qu'il y a des gens qui veulent aller prendre des choses, et puis on leur fait peur, et puis on leur évoque la guerre. La guerre, là, on sait d'où ça vient. Le Front populaire ivoirien n'a jamais pris les armes dans ce pays. Jamais. Et nous allons justement continuer ce débat. Alassane Dramane Ouattara a enclenché sa tournée dans Abidjan, la métropole ivoirienne, après avoir passé plusieurs jours dans les autres régions du pays. Il était mercredi à Tékoubé, où il a appelé une nouvelle fois les Ivoiriens à la réconciliation et la reconstruction. Il a été accueilli à son arrivée par Paulin Claude Danho, le maire de la petite commune, Carnot Atomomengue et Hervé Obian, nos envoyés spéciaux à Abidjan. Après avoir été à Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, après son passage à Dimbokro, à Daoukro, à Bokanda et à Bougouanou, le candidat Alassane Ouattara a enfin lancé sa campagne dans le district d'Abidjan. Et c'est la commune d'Atékoubé qui a l'honneur d'accueillir ce premier meeting au cours duquel le maire de la commune exprime sa reconnaissance. Monsieur le Président, merci pour cette attention particulière pour Atékoubé. Vous avez toujours été à notre côté pendant les moments de détresse, mais encore plus, vous êtes à notre côté pour apporter la qualité de vie. Et nous sommes prêts à témoigner que grâce à vos instructions, nous avons 2 hôpitaux équipés à Santé Village et à Atékoubé 3 qui vont bientôt être inaugurés. Alassane Dramane Ouattara tient à cœur ce district car il compte pour près d'un tiers des électeurs du pays. Donc celui qui gagne Abidjan gagne la victoire. Alors mon jeune frère d'en haut, Paulin, m'a promis 70 000 voix sur 86 000, mais c'est pas assez, hein? Ah oui, c'est pas assez. Tout sourire, le président sortant de la République de Côte d'Ivoire ne manque pas l'occasion de rendre un hommage à Henri Konan Bédié,
qui selon lui est l'artisan de la consolidation du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Oui, cher aîné, merci d'avoir fait en sorte que les enfants du Père de la Nation se soient retrouvés. La paix, l'un des piliers du bilan qu'Alassane Ouattara croit dur comme fer et qui pourrait rendre, selon lui, ce bilan inattaquable. Oui, c'est un bilan inattaquable. Nous avons ramené la paix à notre pays. Je voudrais saluer les chefs de village, les honorables chefs qui sont ici présents pour votre contribution, car cela n'a pas été facile. La mobilisation des grands jours observés lors des meetings du candidat du RHDP ne semble avoir d'égal que la croyance de ses supporters à la victoire finale, un idéal qui est encore loin d'être atteint. En tout cas, pas avant le 25 octobre 2015. Nous avons ramené la paix dans notre pays, a déclaré le président et candidat Alassane Ouattara tout à l'heure. Il dit aussi que celui qui gagne Abidjan gagne la victoire ou à la victoire à cette élection. Alors monsieur Alphonse, tout de suite nous sommes quand même tentés de vous demander, le candidat Alassane Ouattara prêche la réconciliation, la reconstruction, la paix. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire n'a pas réellement trouvé cette réconciliation ? C'est une évidence pure. On ne peut pas avoir, mais 5 ans après, dans un pays comme la Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny, le pays des dialogues, on ne peut pas être à la tête de ce pays-là. On ne peut pas avoir été l'enfant fidèle du Houphouët-Boigny. C'est le seul premier ministre que Houphouët-Boigny a eu. Et avoir des imminentes personnalités, des fils dignes de ce pays-là en exil. Être en prison. J'allais dire, et là je m'assume totalement, si ce n'était pas Alassane Ouattara, je serais parmi les gens qui allaient pleurer. Si Alassane était là, il allait le faire. Je suis d'autant plus malheureux qu'il est là. Et il y a eu des problèmes. On ne peut pas dire que depuis que le monde est monde dans des familles, il y a toujours des problèmes. Mais quand il y en a, il faut une solution. Il faut une solution. Et cette solution, ça passe par quoi ? Même pour la Côte d'Ivoire, que celui-là, qui est le père de la démocratie, se retrouve aujourd'hui à La Haye. Ce jeune homme-là, Blé Goudé, se trouve aujourd'hui à La Haye. Des imminentes personnalités se trouvent en prison. Et on se réconcilie avec qui? Quand il y a la réconciliation, là, moi, la culture à laquelle j'appartiens, la Côte d'Ivoire, quand il y a problème, des gens s'asseyent. Des gens s'asseyent. Même quand on a tué, quand on a commis même le plus grave des péchés, on s'assoit. Et là, vous qui avez tout à l'heure parlé d'ivoirité, l'ivoirité, ça veut dire aussi ça. Ça dit la manière de vivre en Côte d'Ivoire. C'est ce côté positif-là que je veux prendre. Je veux chuter par le fait que mon interlocuteur tout à l'heure a parlé des problèmes qu'il aurait dans le Front populaire ivoirien. J'ai cru savoir qu'il est du PDCI. Au PDCI, ce n'est pas la rose. Konambani, il est du FPI aussi. Kakabe, c'est FPI. Et si Amara, qui vient de se retirer, c'est FPI. Non. Encore une fois, je prie Dieu. Je prie Dieu pour qu'après cette élection, je suis dans cette posture-là. Parce que c'est vrai que je représente le FPI, mais j'allais dire, j'ai envie de parler au nom des Ivoiriens lambda. Que les problèmes-là, on s'asseye, qu'on les règle pour que notre pays avance. Comme il a si bien dit, on veut aller de l'avant. Personne ne veut aller derrière. Mais il faut la manière. Il faut la manière, il faut s'attendre, il faut s'asseoir. Allez-y. Vous savez, heureusement que, avant que l'élément ne passe, il a eu au moins le courage de reconnaître la grandeur de l'homme Alassane Ouattara. Il a un peu évoqué une période assez triste, assez malheureuse de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la guerre. Il a dit, tout le monde sait d'où vient la guerre. Aujourd'hui, je pense que si ça commençait déjà à évoquer ces raisons, nous n'en finirons pas et nous ne quitterons pas ici. Parce qu'aujourd'hui, comme il a si bien dit, tout le monde sait d'où est venue la guerre et qui a causé la guerre. C'est la même chose que je dirais aussi. Tout le monde sait qui a causé la guerre et pourquoi il y a eu la guerre. Et
qui sont ceux qui ont tué. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'à présent dans ses interventions, il revient sur le vocable de dialogue, de concertation. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à ma préoccupation. C'est de savoir, est-ce que réellement le FPI, dès le départ, a accepté de dialoguer? Que dit-il de la CDVR, la Commission de dialogue, vérité et réconciliation? Pendant plus de 4 ans, elle a sillonné tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. A-t-elle bien fait son travail? Est-ce qu'on va dire que son travail est satisfaisant? Plus que 5 ans après, quand même, on voit le candidat Alassane Dramane Ouattara qui, lors de ce meeting, parlait de réconciliation, parlait de paix. C'est comme si le travail abattu par la commission de réconciliation n'était pas... En même temps, les résultats de ces CDVR, c'est où? Mais on a publié ça quand? Okay. On les demande sur le terrain. Oui, effectivement. Les résultats sont où? Mais effectivement, c'est normal. Mais écoutez, c'est ce que je tiens à vous dire. La CDVR a fait son travail durant 4 ans. Et son mandat a pris fin en septembre 2014. Et sur le terrain aujourd'hui, je pense qu'on n'a même pas besoin de parler des chiffres. On n'a pas besoin de parler des chiffres. Parce que nous savons aujourd'hui que c'est qui? Allez-y, allez-y. Oui, justement, okay. Nous savons déjà aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, il parlait du dialogue. Aujourd'hui, si la CDVR n'avait pas eu des résultats probants, on n'aurait pas eu le retour de plus de 241 000 exilés. Ça, c'est déjà quelque chose. Et cela est à l'actif du président et sa dynamique équipe. Parce qu'on savait qu'au sorti de la crise de 2010, il y avait plus de 300 000 exilés. Qu'il soit politique, économique, ça plus de 300 000 Mais exilés. Il évoquait la question, Laurent Gbagbo, il a évoqué justement Blé Goudé, qui est bloqué aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces deux personnalités? En ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, d'abord, j'aimerais vraiment dire que c'est une personne assez importante sur la scène politique internationale, et bien sûr en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo nous a tous inspirés, étant sur les bancs du lycée, même à l'université. Mais c'est un cas assez complexe. Complexe pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mêmes qui crient à tort ou à travers que M. Laurent Gbagbo se trouve à La Haye, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Si M. Laurent Gbagbo restait en Côte d'Ivoire ou était emprisonné en Côte d'Ivoire, ce sont ces mêmes personnes qui diraient encore que, voilà, il ne serait pas jugé de manière équitable parce que les magistrats ou les juges commis pour ce procès sont des pro-Gbagbo, des pro-Alassane, autant pour moi, des pro-Alassane. Ça, c'est d'abord ma première approche de la chose. Ma deuxième approche de la chose, c'est que vous savez, moi personnellement, ça n'engage que moi. Et je l'ai toujours dit à ceux avec qui je partage à la limite le même idéal politique. Je ne suis pas pour que nos présidents, je ne suis pas pour que nos leaders africains se fassent emprisonner en Europe, précisément La Haye. Je suis contre. Mais on ne peut pas en même temps aimer quelque chose et son contraire. Qui a ratifié l'accord de Rome? Ce n'est pas M. Alassane Dramane Ouattara. C'est M. Gbagbo qui a ratifié l'accord de Rome. Ainsi, il doit lui-même être jugé par le système qu'il a installé. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui crient à toi à travers. Ça, c'est le colonialisme qui continue, et ainsi de suite. Moi, personnellement, je dis, je suis contre que nos présidents, que nos leaders africains aillent se faire juger en Europe, à l'Occident, parce que je pense qu'on a quand même des institutions assez compétentes ici. Mais quand vous-même, vous allez ratifier des accords, mais sur quoi comptez-vous? Et aujourd'hui, on se plaint du fait qu'il se retrouve là-bas. Mais qui a ratifié cet accord? Est-ce moi ou M. Alassane Dramane Ouattara? C'est lui, M. Laurent Gbagbo, qui a ratifié cet accord. Et aujourd'hui, les connaissant bien, on sait que si M. Gbagbo était incarcéré en Côte d'Ivoire, c'est le même qui aurait dit non. Ce ne sera pas un procès équitable parce que les juges commis à ce procès seront des pro-Alassane et ainsi de suite. Donc je pense que je pense qu'à La Haye, sincèrement, comme je l'ai dit, s'il a ratifié, c'est parce qu'il avait confiance, je dirais plutôt à la compétence de ces magistrats qui sont là-bas, à l'indépendance de ces juges qui sont là-bas. Donc laissons la justice faire son travail. C'est lui qui a ratifié cet accord. Et la justice aura le dernier mot que vous ne partagez pas. Je suis là
en tant que le représentant du Front populaire ivoirien, c'est une réalité. Mais ce que je dis là, j'aurais dit la même chose si une des personnalités, l'un des fils de ce pays-là, en dehors même de Gbagbo Laurent, se trouve à La Haye ou bien se trouve en prison. J'aurais dit la même chose. Un pays, le pays du Houphouët-Boigny, où le dialogue est presque une religion, quel est le problème qui peut s'opposer dans une nation qui ne peut pas avoir une solution? À un point où les enfants de cette nation soient envoyés à la CPI. J'assume ce que je dis, et ça, en le disant, ce n'est pas de la démagogie. Il y a des personnes mieux placées que moi qui l'ont déjà dit. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire qu'un de ses fils qui a occupé un poste aussi prestigieux soit allé à La Haye. Admettons que Gbagbo Laurent, lui, il a les preuves que Gbagbo Laurent ait signé. Mais même si Gbagbo Laurent a signé et que ce soit Bédier, soit le président Alassane, ou bien un autre fils digne de la Côte d'Ivoire qui est déporté, je dirais la même chose. C'est une honte. Il faut qu'on s'asseye pour régler nos problèmes. Ceci étant dit, le CDVR dont on parle, le CDVR, son résultat, celui qui a fait le CDVR, c'était un des militants fervents du RHDP, aujourd'hui, qui est dissident, le Premier ministre Konan Banny. Les résultats, on les réclame. Il n'y en a pas. C'est autant dire. C'est une. Nous sommes dans les. Je pense d'abord, comme le nom l'indique, Commission nationale de dialogue et de réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il entend par résultat? Qu'il essaie de m'expliquer un peu. Parce que moi, je pense que... Les rapports doivent être publiés, ça ne l'est pas. C'est pas moi qui le dis. C'est même celui-là même qui était le président qui le dit. Attendez, que préférez-vous entre la théorie et la pratique? Aujourd'hui, les résultats sont probants. Et palpables. Palpables sur le terrain. Aujourd'hui, dites-moi, monsieur Guaméné, dites-moi, combien de fois vous êtes fait braquer à Abidjan? C'est le résultat de la commission. J'en viens. Combien de fois vous êtes fait insulter par le fait que vous soyez simplement bêté? C'est le résultat de la commission. Mais bien sûr, il faut d'abord cerner les mobiles pour lesquels les Ivoiriens se sont embrasés. Il faut cerner les mobiles pour lesquels les Ivoiriens sont entre-déchirés. Et ensuite savoir dans quelle mesure il faut réellement que je dirais que cette triste page ne puisse plus se réécrire. Mais la réconciliation, il faudrait aussi que M. Guaméné sache que c'est un processus. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas en 4 ans, ni en 5 ans. Il n'est pas absolu dans un temps assez déterminé. Vous comprenez un peu? Donc on ne peut pas, pour des gens qui ont fait pratiquement 10 ans au pays, 10 ans de pouvoir, qui n'ont réellement rien fait, si ce n'est que laisser le pays dans un chaos total. Aujourd'hui, en 4 ans déjà, ils sont les pressés à tout moment à dire, bon, montrez ça. Mais on montre, c'est sur le terrain. Nous, au RHDP, on n'a pas besoin de trop écrire. Alors, mais plus que nous parlons quand même du bilan du président sortant Alassane Ouattara, une partie quand même des observateurs se font justement l'écho qu'on ressent le développement au niveau des villes importantes comme Abidjan ou Yamoussoukro, mais dans l'intérieur du pays, on ne ressent pas ce développement. Qu'est-ce que vous avez à répondre, vous, le représentant du RHDP? Je dirais tout simplement que ce sont les propos des distracteurs. Parce que pour ceux le développement est palpable sur toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait le pays profond. Heureusement que moi j'ai la chance d'être issu d'une famille, je dirais, assez multiculturelle. Parce que j'ai mon père qui est du Nord, ma mère biologique qui est du centre-ouest, donc de Goïtafla. Ma deuxième maman, c'est-à-dire la femme de mon père, celle qui m'a élevé, qui est Baoulé du centre. Et donc vous imaginez, quand moi je vais en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire en décembre 2014, donc je suis parti en Côte d'Ivoire de Johannesburg, je suis allé à Abidjan le 20 octobre 2014. Je suis resté jusqu'au 21 décembre, donc j'ai eu 2 mois. Donc, 2 mois, vous avez 2 mois de constater sillonner effectivement le pays. Je suis arrivé jusqu'à Mans, mais écoutez, les résultats sont là. Quand on me dit les grandes villes, aujourd'hui par exemple, quand on prend l'axe, je prends tout simplement l'axe Tia Salé, Issia. Aujourd'hui, les transporteurs, avant les transporteurs étaient obligés de passer par Yamoussoukro. Donc, ils quittent Abidjan. Ils font le grand tour passer par Yamoussoukro pour arriver à Issia. Aujourd'hui, on passe bien sûr par Ndossi, Tia Salé. Voici des réalisations du président. Et elles sont... Est-ce que les populations ressentent ces réalisations? Parce que moi, c'est ce que moi j'ai dit. Je préfère que
qu'on parle sur des faits assez concrets. Un Ivoirien sur 2 vit dans la pauvreté, et ça c'est reconnu, oui. et notamment en termes d'amélioration ou en termes de concrétisation. Je vais peut-être laisser la parole à M. Alphonse Guamené. Merci beaucoup. Alors comment vous appréciez ce quinquennat du président sortant? Je ne veux pas reprendre ce que vous venez de dire dans un français très filtré, parce que ce serait comme si vous m'aviez passé la parole. Je ne le dis pas, mais c'est même des journalistes, ceux qui sont dans les grandes écoles qui disent qu'ils ont certainement fait des choses. Alors, je dis, la campagne c'est une chose, mais j'ai envie de dire, nous sommes en train de parler de notre pays, parlons-en sérieusement. Je ne suis pas en train, voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure quelque chose, il a pris un côté qui lui plaît, et ça, je suis content que ça lui plaise, parce que je le pense vraiment. Je ne suis pas dans la catégorie des gens qui croient que M. Alassane Ouattara, M. Konan Bédié, M. Konan Bani, M. Isme, tous ceux qui sont candidats là, ce sont des dignes filles de notre pays. Ce sont des gens à honorer. Ce sont des gens dont on doit être fier. Aidons-les à faire des... Parce que n'importe qui ne peut pas être président. Aidons-les à développer notre pays. Parce que ce qu'ils font là, si c'est bien fait, c'est nous les bénéficiaires. Ceci étant dit, quand ils parlent... Aidons-les en acceptant de ne plus faire la politique la chaise vide. Comme M. Siamara, mais bien sûr, je vais encore parler de certains barons du FPI, tel qu'Abdelrahmane Sangaré aujourd'hui. Vous voyez un peu, des gens qui veulent en même temps quelque chose et en même temps son contraire. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ne peut pas s'arrêter seulement à leurs intérêts. Allez-y. Parce que monsieur Koné qui est assis là, il est peut-être de bonne foi, je veux bien l'admettre, mais j'ai comme l'impression qu'il ne maîtrise pas très bien le problème de réconciliation, enfin de dialogue dont il parle là. Il faut qu'il se documente. Vous pouvez nous instruire, monsieur Guamené. Il va justement nous édifier. Vous pouvez nous instruire, monsieur Guamené. Permettez qu'il nous édifie. Je voudrais un peu réagir. S'il pense que la réconciliation, le travail de CDVR, c'est qu'en ce moment, à Abidjan, il n'aurait pas de braquage. J'ai comme l'impression que... C'est un exemple. Il parle peut-être d'un autre pays. Moi, je ne suis pas là. Je suis un peu gêné parce que ce n'est pas ma facture. Quand on ne peut plus insulter les BT, non. Moi, je n'aime pas bien ces histoires de bétéiser, gulariser. Moi, je n'ai pas de la cohésion sociale, en fait. Je ne suis pas sur cette posture-là. Même ces exemples-là, je veux bien qu'ils les retirent. Je parle du brassage culturel. Parce que, personnellement, je ne m'y reconnais pas. Certaines personnes ont voulu faire croire aux gens. Et moi, j'ai parlé en fait dans le sens du brassage culturel. Et qui est quand même un problème général sur le continent africain où il y a quelques problèmes ethniques et qui impactent sur la question politique. Non, attendez, je reviens un peu sur ce que M. Guamené vient de dire. Il ne faudrait pas que l'analyse soit faite sous un autre angle. Quand moi j'ai parlé un peu, je parlais en fait dans le sens du brassage culturel, de la cohésion sociale. Mais depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, on vous prête des intentions qui ne sont pas les vôtres. Depuis la nuit des temps, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de brassage. Il a dit tout à lui-même, son exemple est un exemple déjà édifiant. Depuis la nuit des temps, moi je viens de Gagnoa, je ne m'en cache pas, mais Gagnoa, village même, ça a conservé juste le nom Gagnoa. Mais les habitants sont des chances que Dieu nous a envoyées. Parce que, en tout cas, moi, dans ma culture, tous ceux qui viennent chez vous, c'est un enrichissement. Donc, pour moi, cet exemple-là, Dieu merci, il a retiré. Je voudrais qu'on oublie ça parce que moi, je parle à un Ivoirien, je ne parle pas à une ethnie. Mais justement, nous l'avons bien compris, M. Serge Koné. Alors, M. Guamené, justement, le président sortant, Alassane Ouattara, était à Ganoa, que vous venez d'évoquer. Et là-bas aussi, il a prêché le dialogue, la réconciliation. Mais le dialogue, on parle avec quelqu'un avec qui on a des problèmes. C'est avec cette personne, parce que quand on s'assoit, il a évoqué tout à l'heure, il serait originaire de Korogo. Je ne suis pas originaire de en fait, du Nord, je vous en prie, du Nord, il a des parents Kouro, il est même au centre. Quel que soit le lieu de nos habitations en Côte d'Ivoire, quand il y a un problème, les deux camps s'asseyent et ils les règlent. C'est quand on est assis que l'autre camp dit « moi, je ne veux pas forcer ». Qui devait être l'interlocuteur de M. Alassane Ouattara à Ganoa, selon vous? Non, on ne parle pas forcément...
forcément de Gagnois parce que Gbagbo n'est pas un chef de quartier de Gagnois, non. Mais nous parlons parti. C'est-à-dire des gens qui avaient le pouvoir d'État et qui l'ont perdu, avec lesquels il faut discuter. Et c'est ce qui a été fait depuis 2002. Mais pourquoi quand vous parlez des accords inclusifs? Jusqu'à présent, qui a parlé à refuser quand? Jusqu'à présent, inclusif. Pendant combien de temps? Est-ce qu'il sait que le dialogue dont il parle inclusif là, le dialogue inclusif dont il parle, les résultats de ce dialogue là sont où? Il n'y a pas de résultat parce que vous alors, n'avez pas accepté même de Monsieur Serge Koné, très rapidement, pourquoi, si vous permettez, les Ivoiriens doivent voter le RHDP? Ce sera peut-être votre conclusion parce que les régisseurs du temps nous font signe que nous atteindrons déjà les délais. Pourquoi? Les Ivoiriens doivent voter le RHDP parce que réellement, comme son nom l'indique, pour le rassemblement des Ivoiriens, pour la prospérité, pour la dignité retrouvée surtout, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire a connu des turpitudes pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, grâce à la prise de conscience des Ivoiriens, qui a été impulsée quelque part par Michel Alassane, et par les Ivoiriens eux-mêmes aussi qui ont compris qu'en fait, il n'y a rien dans la guerre, et que les Ivoiriens doivent voter encore le RHDP pour le développement, pour l'harmonie, pour la paix, pour la fraternité. Il faudrait que les gens comprennent que le président Alassane Ouattara n'est pas venu, parce que comme souvent le disent, il nous a promis ça, il n'est pas venu pour partager de l'argent aux gens. Il est venu inciter les Ivoiriens au travail, inciter les Ivoiriens à l'ardeur, inciter les Ivoiriens à la dignité retrouvée. Voilà ce qu'est l'homme. Et c'est ce pourquoi nous demandons aux Ivoiriens, comme un seul homme, de venir voter le président Alassane Ouattara. Nous nous retournons de votre côté, M. Alphonse Ouguamené. Ce sera peut-être votre mot de la fin. Pourquoi, justement, les Ivoiriens doivent mettre cette rupture avec le régime Alassane Ouattara? Je voudrais, avec votre permission, que vous me permettez de m'adresser à mes compatriotes au Gabon. Allez-y. Je voudrais leur demander très fraternellement de bien vouloir rejeter tout ce qui ne grandit pas la Côte d'Ivoire, tout ce qui ne fait pas, n'honore pas d'image de la Côte d'Ivoire. C'est une élection. L'élection, ce n'est pas la guerre, ce ne sont pas des parables. Un frère peut être de X, il peut soutenir tel parti ou bien tel candidat. C'est juste pour voter et après, on se retrouve. Je leur demande donc de ne pas oublier que nous sommes dans un pays frère, un pays qui nous a reçus et que chacun de nous est ambassadeur de son pays. Que donc cette élection se passe dans la paix, dans la tranquillité dans laquelle nous avons toujours vécu. Aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, très modestement, ma voix est peut-être très peu porteuse, mais comme l'eau de pluie, il y a des petits grains qui tombent aussi, puis ça remplit la mer, je voudrais leur demander, quelle que soit la douleur que chacun a, d'oublier, de penser à la Côte d'Ivoire. Les hommes passent, mais le pays doit demeurer. Je leur demande d'aller vers la réconciliation, d'aller vers l'autre, de cultiver la cohésion, de penser aux enfants, aux générations qui viennent. Notre génération a été peut-être une génération qui a vu des choses dures, mais la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Dieu est avec nous. La Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, Dieu est avec nous, Dieu est avec l'Afrique notamment. C'est la fin de votre émission 7 à 3 axée sur le thème présidentiel en Côte d'Ivoire, alternance ou continuité. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7 à 3. Il y avait à ma gauche M. Alphonse Ouguamené, le représentant du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, et à ma droite M. Serge Koné du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. C'était votre plateforme de débat contradictoire 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.